Bonjour Cyprien Boganda. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Humanité Dimanche et vous venez de publier Le business des faillites aux éditions La Découverte, qui est une enquête sur tous ceux qui prospèrent sur les ruines de l'économie française. Première question, qui sont-ils? Ce sont en fait tous ceux qui gagnent de l'argent grâce aux entreprises en difficulté. Il y a un peu plus de 60 000 entreprises qui font faillite tous les ans en France. Et en fait, ça représente un marché colossal pour ce qu'on appelle les professionnels de la restructuration. Donc des gens qui essaient de redresser les entreprises en menant des plans de licenciement, de suppression de postes, de réorganisation de services ou de renégociation des dettes aussi des entreprises. Donc on a là des managers de crise, donc des gens qui sont appelés au secours par les actionnaires pour essayer de redresser la barre en 6, 7, 8 mois par tous les moyens. Des avocats qui rédigent les plans sociaux, des fonds évidemment des fonds de retournement, donc des fonds spécialisés dans le rachat et la revente des entreprises en difficulté. Et quel est leur modus operandi? Comment fonctionne-t-il? Le schéma des repreneurs, donc, il n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans, c'est toujours un peu le même principe. Il faut repérer une entreprise qui bat de l'aile, mais dont les difficultés sont liées à des erreurs de gestion ou à des trous d'air conjoncturels. La racheter le moins cher possible. Parfois, on peut les racheter pour 1 euro à la barre des tribunaux de commerce. Ensuite, on les restructure. Donc, ça implique souvent de supprimer des postes, de se débarrasser de tel ou tel actif. Et après, on la revend la plus chère possible, évidemment. C'est un peu l'idée. Ça, c'est sur le papier. Après, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Quelle est l'origine de ce business? Vous avez dit que cela avait commencé il y a à peu près 30 ans, donc on est au début des années 80. Oui, en fait, à la fin des années 70 déjà, à l'époque où la crise économique commence vraiment à frapper de plein fouet l'économie, enfin la France, il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent en faillite. Et donc, il y a quelques hommes d'affaires en devenir, des gens comme Bernard Tapie, évidemment, mais aussi François Pinault, Bernard Arnault, qui se mettent un peu sur ce secteur juteux, c'est-à-dire qui rachètent des entreprises à la barre de tribunaux de commerce pour 3 francs 6 sous, en général avec la bienveillance des pouvoirs publics qui leur accordent des subventions au passage. On va y revenir. Voilà, parce que l'État, évidemment, n'a pas intérêt à ce que les entreprises se retrouvent en liquidation. Et donc, ils rachètent comme ça des entreprises, ils les restructurent et ils les revendent après. Et donc, il y a des gens qui ont gagné des fortunes colossales. Bernard Arnault, par exemple. C'est le point de départ de leur fortune. C'est ça. Tous ces grands noms aujourd'hui du capitalisme hexagonal ont commencé dans cette activité-là. Bernard Arnault, par exemple, avait racheté le groupe Boussac, donc un fleuron du textile qui a été créé en France au début du XXe siècle. Il l'a donc racheté à la barre du tribunal de commerce. Il s'est débarrassé de tous les actifs qui ne lui convenaient pas. Et il a gardé Le Bon Marché et Christian Dior, par exemple. Donc c'est peut-être un des exemples les plus emblématiques. Il y a après Bernard Tapie aussi qui a fait pas mal d'affaires, mais qui lui a une réputation un peu plus sulfureuse évidemment que ces gens-là. Et aujourd'hui, quelle est l'ampleur de ce business? Comment est-ce qu'il a évolué depuis le début des années 80? Il s'est professionnalisé. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'une sorte d'industrie de la restructuration. Donc il y a aujourd'hui les fonds de retournement. En France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine d'acteurs ultra spécialisés, parce que c'est quand même un secteur qui nécessite d'avoir des compétences très, très précises. En général, quand les fonds de retournement prennent le pouvoir dans une entreprise, ils ont dans leur bagage des managers de crise, donc ils connaissent parfaitement les situations un peu délicates, des comptables, des juristes, etc. Et donc, pour savoir aujourd'hui combien pèse ce secteur, c'est malheureusement très compliqué. Il y a des chiffres qui existent. Par exemple, on sait que les administrateurs et les mandataires judiciaires, donc ceux qui sont nommés par les tribunaux de commerce pour aider les entreprises au moment des redressements judiciaires, ils sont à peu près 400 en France et ils brassent plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça donne une idée. Après, pour les cabinets d'avocats, les cabinets d'audit, c'est un peu plus compliqué de chiffrer précisément parce qu'il ne faut pas que du restructuring, ils mènent d'autres activités. J'avais essayé de chiffrer le business total et j'étais arrivé à quelque chose comme 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais évidemment, c'est qu'une estimation. Vous soulignez dans votre livre le rôle prépondérant des communicants dans ces reprises qui entourent toutes ces reprises d'entreprises. Comment opèrent-ils? Quelle est leur valeur ajoutée finalement pour les repreneurs? C'est surtout, avant d'annoncer une grosse restructuration, maintenant, systématiquement, toutes les grandes entreprises se tournent vers leurs communicants. En général, ça se fait 6 mois avant. Et donc, ces communicants les aident à établir un calendrier. On n'annonce pas un plan social n'importe quand. On ne va pas annoncer qu'on supprime 500 postes 2 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, par exemple. Et ensuite, on prépare les dirigeants. Il y a des séances de média training, par exemple, où ils se retrouvent dans des studios de télévision.
avec des journalistes qui leur posent des questions un peu déstabilisantes. On briefe aussi les managers intermédiaires, c'est-à-dire tous ceux qui vont après, dans les ateliers, annoncer la mauvaise nouvelle aux salariés. Et il y a aussi ce qui se pratique de plus en plus aujourd'hui, qu'on appelle les formations anti-séquestration. Donc les dirigeants d'entreprise ont de plus en plus peur d'être retenus par des salariés dans des négociations, enfin avec les syndicats, des négociations un peu chaudes. Donc j'ai entendu, des communicants m'ont raconté qu'ils offraient ils faisaient payer des formations spéciales Des pour formations savoir comment, anti-séquestration. voilà, anti-séquestration. Donc ils leur fournissent entre guillemets des kits de survie. J'ai entendu dire que des dirigeants, quand ils se retrouvaient dans des réunions un peu chaudes avec des syndicats, venaient toujours avec une chemise de rechange, au cas où ça durerait un peu plus longtemps. Ils se débrouillent pour préenregistrer des numéros de téléphone d'urgence dans leur portable, qui peuvent actionner comme ça discrètement dans la poche. Enfin, il y a toute une série de choses assez folkloriques qui se mettent en place comme ça. Et évidemment, ça coûte très cher. J'en reviens à la bienveillance de l'État que vous avez évoquée un petit peu plus tôt. Comment l'expliquer, cette bienveillance, face à ce business des faillites? Je pense que c'est en grande partie parce que les pouvoirs publics n'ont pas envie de se salir les mains. Ils sont très contents d'avoir des repreneurs, des fonds de retournement, des gens comme ça qui restructurent les entreprises à leur place. Je pense que c'est... alors ça pose évidemment des problèmes parce que ces repreneurs d'entreprise, il y en a qui sont évidemment des gens honnêtes, mais il y en a qui profitent de la situation. Donc on voit, ça arrive quand même régulièrement, malheureusement, des repreneurs peu scrupuleux qui vident les caisses des entreprises et qui partent en laissant l'entreprise en déshérence. Il y a aussi des sauvetages qui n'aboutissent pas du tout. On a l'exemple très récemment d'une entreprise qui s'appelle Maury Ducrot, un gros transporteur de colis qui avait été sauvé par un fonds de retournement en 2014. Il y a 2500 emplois qui ont été détruits sur 5000, donc la moitié des effectifs. Ça avait été à l'époque vendu par le gouvernement comme un sauvetage exemplaire et on se rend compte aujourd'hui, un an après, que l'entreprise est de nouveau au bord de la faillite. Et malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle fasse faillite dans les semaines et les mois à venir. Et quel sens donner à cette phrase de Jean-Pierre Jouyet, qui était alors en passe de prendre la tête de la BPI, la Banque publique d'investissement? La BPI aura vocation à maintenir l'activité et non pas à aider les canards boiteux. Cela veut dire que l'État se désengage face à ce business des faillites? C'est ça, cette phrase qu'a prononcée en fait Jean-Pierre Jouyet, c'était au moment où on lançait la Banque publique d'investissement. Il y avait tout un débat sur les missions de cette banque. Est-ce que c'est une banque qui devait se comporter comme entre guillemets toutes les autres banques et aider en priorité des entreprises prometteuses, ou bien si elle devait venir en aide aux entreprises en difficulté. Et ce débat a été tranché par Jean-Pierre Jouyet, donc en expliquant qu'on n'aidait pas les canards boiteux. Et il disait ça d'ailleurs à l'époque en parlant des hauts fourneaux de Florange. Et quelques temps après, un autre, Nicolas Dufour, qui est un responsable de la BPI, avait précisé la pensée en disant que la BPI avait étudié le cas de Florange et qu'il avait renoncé à intervenir parce que ce n'était pas un bon business. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'État refuse d'investir, de rentrer au capital d'entreprises en difficulté. Il préfère sous-traiter ces opérations-là à des fonds de retournement, quitte à leur donner de l'argent au passage, à leur faire des prêts au passage. Cyprien Bogranda, je vous remercie. Je rappelle la sortie de votre livre « Le business des faillites, enquête sur ceux qui prospèrent sur les ruines de l'économie française » aux éditions La Découverte. Merci. Merci.